Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au concours Ma thèse en 180 secondes. Alors tout d'abord, je me présente, je m'appelle Alban Gabillon, je suis le directeur de l'école doctorale. Et pour ceux qui ne sont pas de l'université, l'école doctorale, c'est un petit peu le département de l'université qui accueille les étudiants qui préparent une thèse de doctorat. Et une thèse de doctorat se prépare environ entre 3 et 6 ans. Alors, le concours Ma thèse en 180 secondes prend son origine dans le concours 3-Minute Thesis qui a été organisé pour la première fois à l'université de Queensland en Australie en 2008. Il y a eu une version francophone de ce concours qui est apparue en 2012 à l'université de Québec. Et c'est à ce concours maintenant francophone donc, que vous allez assister. Ce concours est organisé par le CNRS et la conférence des présidents d'université. Et pour la première fois, cette année, l'UPF y participe. Alors c'est un concours qui se déroule en 3 phases. Vous avez une phase locale, à laquelle vous assistez aujourd'hui. Il y aura une phase demi-finale, qui se déroulera à Paris début avril. Et il y aura une finale pour la France, qui se déroulera au mois de juin à Grenoble. Et enfin, il y aura même une 4e phase, puisqu'il y aura une finale internationale francophone qui aura lieu à Dakar en septembre. Alors, nous avons 5 participants pour ce concours. Ils sont tous volontaires pour participer à ce concours. 2 de ces participants iront à Paris pour les demi-finales. Et aujourd'hui, donc, nous allons sélectionner ces 2 participants, nous allons écouter tout le monde attentivement, et puis nous allons sélectionner ces 2 participants qui iront à Paris représenter l'UPF pour les demi-finales. Donc comment nous allons procéder? Nous avons d'abord un jury qui est ici au premier rang, que je vous présenterai tout à l'heure, qui va décider du premier prix du jury. Ensuite, vous le public, vous avez reçu des petits bulletins de vote, et donc avec ces bulletins de vote, pendant la délibération du jury, donc après les présentations, vous voterez, il y a une urne quelque part, au fond peut-être, vous irez déposer dans l'urne le bulletin du candidat qui, selon vous, a fait la meilleure présentation. Et le lauréat du premier prix du jury et le lauréat du prix du public, donc, iront à Paris représenter l'UPF début avril pour les demi-finales. Voilà. Ceci dit, il devrait y avoir une question qui vous vient à l'esprit. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si c'est la même personne qui reçoit le prix du jury et le prix du public? Eh bien, les organisateurs ont tout prévu, puisqu'il y a aussi un 2e prix du jury. Voilà, donc dans l'hypothèse où la même personne il y aurait une même personne qui recevrait le premier prix du jury et le prix du public, c'est le 2e prix du jury qui irait à Paris. Nos prix sont sponsorisés par la MGEN, que je remercie, et les deux lauréats qui iront à Paris recevront un chèque de 10 000 francs. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est pas assez, trop peu, bon. Voilà. Alors, qui peut participer à ce concours? Eh bien, en fait, le règlement, là aussi, est très strict. Peuvent participer à ce concours les doctorants, c'est-à-dire ceux qui sont en cours de préparation de thèse de doctorat, ou alors les docteurs, c'est-à-dire ceux qui ont soutenu leur thèse l'année dernière. Et c'est le cas pour un de nos participants. Parmi les 5 participants, nous avons un docteur, quelqu'un qui a soutenu sa thèse l'année dernière. Le règlement est très strict en ce qui concerne l'élimination en particulier. Bon, les participants sont tenus de faire la présentation jusqu'au bout. Ils ne doivent pas s'interrompre, sauf s'il y a vraiment un problème technique majeur, un micro qui ne marche pas. Dans ce cas-là, le participant est autorisé à recommencer, mais vraiment en cas d'incident technique majeur. Mais surtout, le participant ne peut pas dépasser d'1 seule seconde. C'est-à-dire que si un participant s'arrête à 181 secondes, il est éliminé. Donc, à ce moment-là, la personne qui animera la participation vous l'indiquera et il ne servira à rien de voter pour cette personne. D'accord? Donc, si une personne est éliminée, il ne sert à rien de voter pour elle, elle est éliminée. Okay? Donc, prenez bien note de ça. À la fin des présentations, il y aura la délibération du jury et en même temps, vous voterez, le jury se retirera dans une salle pour délibérer. La délibération ne pourra pas excéder 30 minutes. Et pendant ce temps-là, vous voterez et le vote sera dépouillé.
Donc quand le jury aura fini de délibérer, normalement, tout sera sur la table pour attribuer les prix, tout sera prêt. Voilà, je voudrais présenter maintenant le jury. Alors le jury, comme le règlement l'indique, doit être composé de représentants du monde de la recherche, des représentants du monde de l'entreprise, des représentants du monde des médias et des représentants du monde de la culture. Donc je vais présenter les membres un par un, je vais leur demander de se lever. Donc tout d'abord le président du jury, et monsieur Pierre Labrosse, délégué à la recherche et à la technologie auprès du haut-commissaire. Monsieur Jean-Yves Meyer, délégué à la recherche de la Polynésie française. Madame Tamarin Saintis, journaliste TNTV, donc représentante des médias. Madame Muriel Pontarolo, déléguée générale du Digital Festival Tahiti, gérante de la société Digital Expert Tahiti, représentante du monde de l'entreprise. Et monsieur Frédéric Rossoni, musicien au Conservatoire de Tahiti, le représentant du monde de la culture. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Alors, il s'agit d'un concours, donc bien entendu, respecter les présentations, mais c'est aussi un événement festif. Bon, alors même si je suis pas là, je suis pas très bon pour animer une salle, pour chauffer une salle, n'hésitez pas à applaudir, à encourager les candidats entre les présentations. C'est aussi un événement convivial. Voilà. Vaiana Chand, qui est notre bibliothécaire, a gentiment accepté d'animer ce concours. Donc je lui cède le micro. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Donc, Yorana, Manava et Maeva à tous, bienvenue pour cette première édition de ma thèse en 180 secondes, organisée par l'Université de la Polynésie française. Donc, je me présente, je suis Vaiana Chand et donc j'ai le plaisir d'être pour cet après-midi l'animatrice de ce concours de vulgarisation scientifique, ma thèse en 180 secondes. Juste un petit rappel avant de commencer. Cher public, je vous demanderai de mettre vos téléphones portables sur vibreur ou silencieux afin de ne pas perturber les présentations de nos 5 chercheurs. Voilà, merci. Je vais aussi un peu sonder, voir si le public est bien là, est en forme. Donc, je voudrais que vous applaudissiez très très fort nos 5 candidats pour qu'ils puissent... Voilà, merci. Encore, plus fort, plus fort, plus fort. Voilà, pour qu'ils puissent sentir que vous les soutenez, parce qu'ils sont aussi là un peu avec un peu de trac comme moi aussi. Voilà. Donc, nos 5 chercheurs vont vous exposer leur projet de recherche en 180 secondes top chrono. Attention, pas une seconde de plus. Donc, chers candidats, vous êtes prêts? Chers membres du jury, vous êtes prêts? Cher public, vous êtes prêts? Super! Donc, c'est parti! Je vous présente notre premier participant, Hirohiti Raaputo. Hirohiti est docteur depuis l'année dernière. Il a eu son doctorat l'année dernière. Donc, on peut l'applaudir. Merci. Rattaché au laboratoire UMR-EIO. Je vais y arriver. Il a sa thèse a pour titre « Processus physiques et biogéochimiques impliqués dans l'effet d'île aux marquises ». Donc, Hirohiti, quand tu es prêt, c'est parti, fais-nous signe. Test. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Pas assez fort? Attends, hop. Je vais enlever le mute. Bon. Test. 1, 2, test. Ok. C'est bon. Bon. Non.
Ehoherima Yorana. Si je vous dis l'archipel des Marquises, à quoi pensez-vous? Alors j'imagine déjà que vous pensez déjà au tatouage, au haka, la danse de l'oiseau, ou encore Jacques Brel ou Paul Gauguin. Mais les Marquises, ce n'est pas que ça. Et oui, savez-vous que l'archipel est particulièrement riche en grands poissons pélagiques, c'est-à-dire des poissons tels que le thon ou le memhei, le mahi-mahi. Le secret de cette richesse, il y a beaucoup de nourriture pour les poissons. Et oui, il y a beaucoup de phytoplancton. Le phytoplancton, ce sont ces micro-algues qui vont être mangées par de petits poissons qui eux-mêmes vont être mangés par de plus gros poissons. Le phytoplancton est donc la base de la chaîne alimentaire marine. Elle peut être vue comme la pelouse des océans. Et donc, comme l'herbe, pour se développer, il a besoin de lumière, de nutriments et d'oxygène qui sont dans l'eau. Ah, le phytoplancton. S'il n'y en avait pas de nourriture pour les poissons, des océans qui sont vides. Mais aux Marquises, on a la chance d'avoir beaucoup de phytoplancton. Et oui, on va pouvoir observer de fortes concentrations de ces micro-organismes autour des îles. Et c'est ce que l'on appelle un effet d'île. Et bien sûr, comme vous êtes tous curieux, vous vous demandez, mais pourquoi il y a beaucoup de phytoplancton là-bas? Et c'est là que j'interviens. Je suis océanographe et j'ai fait ma thèse sur l'effet d'île marquisien. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, je n'ai jamais mis les pieds aux Marquises. Je n'ai jamais embarqué à bord d'un navire pour aller y faire des mesures. Et non, j'utilise ce que l'on appelle un modèle numérique. C'est-à-dire qu'à l'aide d'équations physiques, mathématiques parfois très difficiles, avec des ordinateurs qui vont être très puissants, on va pouvoir venir reproduire à peu près ce que l'on observe dans les océans. Que ce soit la physique, donc les courants marins, ou la biologie, les nutriments, le phytoplancton. Et contrairement aux mesures satellites, avec les modèles, je vais pouvoir m'intéresser à ce qu'il y a en dessous de la surface de l'eau, mais également, contrairement aux mesures de terrain, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup aux Marquises, je vais avoir des données en continu dans le temps et dans l'espace. Mais le gros avantage de la modélisation, c'est de pouvoir faire des tests de sensibilité. C'est-à-dire que je vais pouvoir venir renforcer le courant, diminuer le courant, ajouter des nutriments, retirer des nutriments, pour voir l'impact sur le phytoplancton. Et donc aujourd'hui, grâce à ces modèles, nous avons pu mettre en évidence que l'enrichissement biologique aux Marquises était dû à la fois à des processus physiques et des processus biologiques. En particulier, nous avons pu mettre en évidence qu'il y avait besoin d'un apport de nutriments depuis les îles, en nutriments fer, donc qui viendraient se dissoudre dans l'eau pour venir booster la production en phytoplancton, mais qu'également le courant au niveau des Marquises permettait la génération de tourbillons derrière les îles, comme ce que l'on peut observer derrière un rocher au milieu d'une rivière. Et donc aujourd'hui, j'espère que vous aurez une nouvelle vision de l'archipel des Marquises. Bravo! Merci. Bravo Hiroichi. Ouh. Moi j'ai des frissons, hein. J'ai attendu la dernière seconde pour savoir s'il allait tenir. Merci Hiroichi. Belle présentation. Moi aussi, je ne connais pas les Marquises, je n'ai jamais été, donc ça me donne envie de découvrir ces eaux marquisiennes. Avant de poursuivre avec notre deuxième participant, je souhaite rappeler, cher public, que vous êtes amenés à voter pour un candidat et un seul candidat. Donc normalement, en début de ce concours, des bulletins vous ont été distribués. Donc ceux qui sont arrivés en cours, je suis navrée, vous ne pourrez pas voter. D'accord? Bien. Je vais vous présenter notre deuxième participant, Marotea Vitrak. Alors, Marotea est actuellement en deuxième année de thèse, rattachée au laboratoire UMR-EIO. Le titre de sa thèse s'intitule « Étude des cannes à sucre de Polynésie française, intégration au travers d'une filière rhum pur canne certifiée en agriculture biologique ». Donc Marotea, quand tu es prêt, fais-nous signe. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis sûr qu'il y a des amateurs de rhum parmi vous. Mais qui sait vraiment d'où il provient? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Non pas celle des cannes à sucre qui existent dans les livres, mais celle des cannes à rhum qui commence maintenant.
Tout d'abord, il y a le Pacifique et ses îles tropicales, d'une nature luxuriante, riche des peuples polynésiens qui, en l'an 1000, ont navigué entre ces eaux, parcourant des milliers de kilomètres à la voile et aux étoiles. Certaines plantes les ont accompagnés d'île en île. Elles les nourrissaient, certes, mais elles guérissaient aussi leurs blessures, elles leur donnaient un toit et elles leur redonnaient le sourire aux enfants à la veille d'un nouveau voyage vers l'horizon. Je vous parle des cannes à sucre ancestrales de Tahiti, moins connues que celles des Caraïbes, mais dont le potentiel est un véritable trésor. Bougainville l'avait pressenti lors de son voyage en 1768. Il l'a d'ailleurs exportée à l'île Bourbon. Rebaptisée Haut Tahiti, elle devint alors la première canne sucrière mondiale. Mais après quelques décennies de bons et loyaux services, elle a été remplacée par des variétés modernes hybridées par l'homme dans des centres de création variétale. Vous l'aurez deviné, les fameuses cannes à sucre que tout le monde connaît bien. Alors, pour situer aujourd'hui en quelques chiffres, la canne à sucre, c'est 28 millions d'hectares, soit la première culture mondiale en tonnage. Mais c'est aussi l'industrie du sucre. Hautement polluante, usage massif d'herbicides. Vraiment très loin de l'histoire que je suis en train de vous raconter. Pour y revenir, c'est en 2014, soit 246 ans après Bougainville, que je m'y suis intéressé avec une petite équipe de chercheurs et de professionnels. Notre but était de produire du rhum bio certifié et en allant récupérer les cannes dans les jardins des habitants de Tahiti, en allant toquer à leur porte. Imaginez un peu la tête de la communauté scientifique en leur annonçant le projet. Eh bien, figurez-vous que nous avons découvert toutes sortes de cannes oubliées, des rouges, des vertes, mais des rubanées des deux couleurs, par exemple. Mon premier travail de recherche a donc été de les caractériser morphologiquement, à quoi elles ressemblent, puis génétiquement, pour s'assurer du diagnostic visuel. Ayant fait le premier tri, elles ont ensuite été cultivées pendant plusieurs années. Et là, nous avons compris pourquoi les chercheurs ont créé des centres d'hybridation il y a plus de 100 ans. Le rendement en alcool à l'hectare peut varier du simple au triple entre une variété ancestrale et une variété moderne. Mais là, nous ne parlons que de productivité pure. Que dire de leurs arômes? Est-ce que quelqu'un s'y est vraiment intéressé depuis 100 ans? Mon principal résultat de thèse est que 2 variétés nobles de notre gamme Vintage Collector sortent du lot. On fait de l'excellent rhum avec, très différent de ce qu'on peut trouver dans le commerce, mais surtout, elles peuvent être cultivées en bio, ce qui est indispensable, car il s'agit d'un autre type d'agriculture, celle de l'agroécologie, celle d'un avenir résolument moderne, sans herbicides, pour un débouché différent, celui des cannes à rhum. Merci de votre attention. Merci Marotea pour cette super présentation. Merci beaucoup. Le rhum bio semble avoir un avenir prometteur en Polynésie. Alors le choix commence à être difficile ou pas? Non, ça va? Elles sont belles, nos 2 premières présentations, elles sont super. Donc, moi, j'ai pas à voter, donc j'ai pas ce choix à faire. Hein. Donc, bon courage à notre jury, mais aussi bon courage à vous aussi, public. Hein. Mais je souhaite aussi, et surtout, un bon courage à notre 3e participante, que j'appelle Diana Wang. Alors, Diana est actuellement... Je reprends. Donc, Diana est actuellement en première année de thèse, rattachée au laboratoire ITSCO. Sa thèse a pour titre « La construction du langage décontextualisé à l'école maternelle en contexte bilingue français-tahitien ». Donc, Diana, c'est à toi. Top chrono, si tu nous donnes le top. Je vous invite à venir voir du côté de l'école maternelle pour vous présenter ma thèse en sciences de l'éducation. J'étudie la construction du langage décontextualisé en langue française chez les enfants en début de scolarité sur l'île de Moorea, mais dans un contexte bilingue français-tahitien, parce que sur mon île, le français n'est pas forcément la langue maternelle. Le langage décontextualisé, c'est le langage qu'on utilise notamment pour évoquer des faits, des choses qui ne sont pas présents au moment où l'on parle. Exemple, pendant une activité, en contexte, on demande à un enfant ce que fait sa camarade. Il répond, elle prend ça et elle met là.
C'est peu précis, mais il montre les personnes et les objets et on le comprend parce que les faits sont en train de se dérouler. C'est du langage en situation. Après l'activité, hors contexte, on lui demande d'évoquer ce qui s'est passé. Il dit alors, tout à l'heure, Dora a pris la graine et l'a plantée dans le pot. En l'absence des personnes et des objets, il doit utiliser un langage décontextualisé plus précis. Pourquoi s'intéresser au langage décontextualisé, me direz-vous? Sa construction est essentielle, car tout au long de sa scolarité, un élève devrait évoquer des notions de plus en plus décontextualisées, de plus en plus abstraites. Alors, comment aider nos enfants à le construire, ce langage? Puisque la construction du langage commence bien avant l'entrée à l'école maternelle, l'objectif de ma recherche est d'étudier, d'identifier l'étayage parental, la manière dont les parents accompagnent leurs enfants dans la construction du langage décontextualisé. Mais pour atteindre cet objectif, nous devons tenir compte des paramètres socioculturels familiaux qui jouent un rôle essentiel. En effet, à l'école, les enfants de Polynésie doivent construire le langage décontextualisé en langue française, qui est la langue de l'école. Et certains paramètres peuvent entraver cette construction. Par exemple, la valeur attribuée aux langues. Certaines familles polynésiennes peuvent être en difficulté vis-à-vis des langues. Ces familles qui ne reconnaissent ni la valeur de la langue tahitienne interdite à l'école au siècle dernier, ni celle de la langue française imposée à l'école à la même époque, eh bien, ces familles peuvent préférer le mélange des deux langues. Par conséquent, mieux comprendre comment les parents accompagnent leurs enfants dans la construction du langage décontextualisé au regard des paramètres socioculturels nous aidera à agir aux côtés des familles pour que les enfants, à la sortie de l'école maternelle, soient dans les meilleures conditions pour apprendre à l'école. Je vous remercie. Maururu. Merci beaucoup, Deana, pour cette belle présentation. Donc, je rappelle que deux lauréats seront sélectionnés cet après-midi pour représenter l'Université de la Polynésie française lors de la demi-finale nationale qui se tiendra en avril. Et à l'issue de la demi-finale, 16 doctorants seront sélectionnés pour participer à la finale nationale en juin 2019. Et la finale internationale se tiendra à Dakar, au Sénégal, le 26 septembre 2019. Et elle regroupera en fait les lauréats des différents pays participant au concours. Donc, nous allons passer à notre prochaine participante. Donc, j'appelle Pénélope Tahoutini. Bonjour. Alors, Pénélope est actuellement en 3e année de thèse, rattachée au laboratoire ITSCO. Le titre de sa thèse, « Les Américains à Tahiti au XIXe siècle ». Donc, Pénélope, quand tu es prête, fais signe. Savez-vous que 99% de nos oranges aujourd'hui sont importées de Californie? Mais savez-vous surtout qu'il y a 150 ans, et pendant près d'un demi-siècle, c'est la Californie qui importait ces oranges de Tahiti? Et ceci n'est que l'un des nombreux exemples qui caractérisent cette relation américain-tahitien si peu connue. Je fais une thèse sur les Américains au XIXe siècle, à Tahiti et dans les îles de l'actuelle Polynésie française. Et souvent, les livres d'histoire polynésienne relatent la rivalité franco-britannique au sujet de Tahiti, mais oublient la présence des Américains au même moment. Américains qui construisent tout de même tout au long du XIXe siècle la superpuissance qu'ils seront au XXe siècle. Et c'est donc là que j'interviens. Je souhaite développer l'idée d'une île de Tahiti, jadis presque américaine, de cette relation intense entre les Américains et les Polynésiens, non reconnus par les Français, qui gardent surtout en mémoire la force de l'influence anglaise dans cette île.
Mon travail de recherche sur les archives d'époque apporte de premiers résultats. Les Yankees, comme on les nommait à l'époque, étaient nombreux dans les 5 archipels de l'actuelle Polynésie française. Et ces îles étaient américaines avant d'être françaises. Non pas une colonie américaine, même si en 1813, le commodore David Porter annexe Nukuhiva de sa propre initiative, sans l'accord de Washington qui ne soutiendra pas son acte. Et vous voyez ici l'une des seules gravures d'époque où l'on voit un drapeau américain planté sur le sol marquisien. Mais plutôt une influence américaine et un impact fort avant le protectorat et l'annexion par les Français. De plus, les baleiniers et autres navires américains étaient près de 10 fois plus nombreux que les navires des autres nations dans le port de Papeete entre 1830 et 1854. En 1845, 19 baleiniers firent escale à Papeete. Parmi eux, un Français, un Anglais et tous les autres étaient américains. L'année suivante, Tahiti recevait 2 baleiniers français, un brésilien et 11 baleiniers américains. On imagine alors l'impact économique, mais surtout social, de cette présence. En outre, l'évangélisation américaine de Tahiti et des îles aboutit à la fin du XIXe siècle à un ancrage profond de 3 religions d'origine américaine qui font de certains Polynésiens encore aujourd'hui des Mormons, des adventistes et des sanitos. Mon objectif est donc de faire connaître aux Polynésiens le XIXe siècle, qui fait partie de leur passé proche. Car le fait d'intégrer son histoire proche et de connaître l'origine parfois étrangère de certains de ses aïeuls peut permettre aux Polynésiens d'assumer pleinement et sereinement la totalité de leur identité. Merci. Merci beaucoup, Pénélope. Waouh! Fil du rasoir. Ouh. Bien. Bien, ben nous sommes bientôt sur la fin de ce concours, puisqu'il ne nous reste plus qu'un candidat à voir. Petit rappel, concernant en fait les délibérations, le jury, vous allez vous retirer pour délibérer dans la salle visioconférence. Et vous avez 30 minutes pour délibérer. Pendant ce temps, le public sera amené à venir voter et nous ferons le dépouillement dans cet amphithéâtre même. Ensuite, nous ferons la remise des prix. Et bien sûr, un cocktail vous sera offert à la sortie de cet amphithéâtre dans le hall. Bien, notre 5e candidat est prêt? Donc j'appelle Gaël Mandonex. Alors Gaël est actuellement en 4e année de thèse, rattaché au laboratoire GEPA Sud. Le titre de sa thèse, Reconnaissance automatique de la qualité des perles de Tahiti. Gaël, quand tu es prêt, fais-nous signe. Les perles de Tahiti, les plus belles du monde, sont évaluées selon différents critères comme la taille, la forme, la couleur, le lustre, l'état de la surface. On les range en 4 catégories, de A pour les meilleures à D pour les moins bonnes. Ce tri a toujours été fait manuellement, mais aujourd'hui, face à la concurrence internationale et au nombre croissant de perles à trier, les experts ont besoin d'une assistance automatisée. Malheureusement, on ne sait pas programmer ça. Il faut utiliser l'apprentissage machine. C'est-à-dire qu'au lieu de programmer la machine directement, on lui fournit des exemples de ce qu'on veut qu'elle fasse et elle trouve elle-même le programme qui va lui permettre de le faire. Maintenant, il faut la doter des moyens de trouver ce programme. À première vue, le plus délicat, c'est de la rendre capable d'appréhender la perle sous tous ses aspects visuels. Prenons par exemple le lustre d'une perle. Ce n'est pas seulement cet aspect brillant qui est dû à l'intensité de la lumière réfléchie. C'est aussi l'éclat généré par les contrastes d'intensité ou encore l'acuité avec laquelle la perle reflète son environnement. Il faut aussi considérer l'iridescence, la profondeur de la réflexion, l'effet de halo. Tout ça
rien que pour le lustre, rien que pour un seul critère d'évaluation. Et pourtant, le plus délicat, ce n'est pas la perle. Le plus délicat, le plus complexe à appréhender, c'est l'expert. Contrairement à la machine, l'expert sait s'adapter naturellement au contexte de tri. Et les catégories peuvent alors varier avec ce contexte. Imaginez, par exemple, qu'on vous demande de courir un 100 mètres, là, maintenant, et qu'on vous classe en 4 catégories par ordre d'arrivée. Combien pensent être dans la première catégorie? Imaginez maintenant qu'Usain Bolt se trouve dans la salle. Vous pensez toujours être dans la première catégorie? Eh bien, c'est pareil pour les perles. Sauf que la machine, elle, ne fera aucune différence de contexte. Elle a appris à trier dans un contexte, elle reste figée dans ce contexte. L'idéal, ça serait de lui apprendre aussi à reconnaître les contextes. Mais ça nécessiterait de lui fournir une telle quantité d'exemples de tri que c'est impossible en pratique pour les perles de Tahiti. L'approche que j'ai adoptée consiste à tenter de réduire au maximum l'impact du contexte initial sur le tri futur. Ça a permis de développer des algorithmes d'apprentissage machine beaucoup plus souples, améliorant ainsi le tri des perles de Tahiti. Merci. Merci Gaël, merci beaucoup. Tu nous as pas fait ton dab. Hein. Ah, ça va, je sais pas si ça vaut un point en moins, je sais pas. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, notre première édition de ce concours Ma thèse en 180 secondes se termine. Donc, je vais demander aux membres du jury de bien vouloir se retirer pour la délibération. Et je vais demander au public de bien vouloir voter. Donc, il y a une urne qui se trouve à la sortie de cet amphithéâtre. Alban, tu veux dire quelque chose? Non, c'est bon? Voilà. En tout cas, merci à nos 5 candidats. Bon, les membres du jury sont de retour, donc le public, vous êtes tous là. On va reprendre. Ok. Bien. Ah bah. Donc on va remettre le prix du jury. Donc j'appelle tous les membres du jury à venir sur l'estrade. Voilà. Bonjour à tous. Alors, au nom, je crois pouvoir m'exprimer au nom des membres du jury en remerciant l'organisation de cet exercice de ma thèse en 180 jours pour... Non, c'est pas en jour, c'est en seconde, ah, pardon. Il fallait bien que je la fasse. Et donc, remercier effectivement l'université de nous avoir confié cette lourde charge. Alors, je tiens à dire en premier lieu que effectivement, ça n'a pas été tâche facile de départager les candidats, tant ils étaient proches sur leur qualité d'éloquence et de médiation scientifique. Donc, effectivement, tous ont quand même bien réussi dans l'exercice et plus qu'honorablement. Et je pense qu'on peut les féliciter dans l'ensemble pour leurs prestations. Après les compliments viennent inévitablement les critiques, et ça vaut notamment pour ceux qui auront à poursuivre le concours en allant à Paris pour la demi-finale. On a quand même constaté que les supports
d'une diapositive, le support de la diapositive, était quand même insuffisamment utilisé dans son ensemble. Donc je pense qu'on ne peut que conseiller à l'ensemble des candidats qui poursuivront cette année, mais qui éventuellement se représenteront dans l'année prochaine ou dans 2 ans, de faire attention à utiliser davantage effectivement ce support qui est offert de la première diapositive. Ce n'est pas seulement une diapositive de présentation ou d'illustration, on peut s'en servir pour appuyer, on doit s'en servir pour appuyer son argumentaire. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Voilà. Alors après ces félicitations et cette petite critique, on va passer donc à l'énumération. En tout cas, on va commencer par le prix du jury. Donc le prix du jury a été décerné à Hirohiti Raapoto. En précisant bien, je donne une précision qui est quand même utile, les différentes personnes qui ont pu exposer cet après-midi devant vous sont à des niveaux de parcours différents dans leur doctorat. Donc Hirohiti est lui déjà docteur, mais ce n'est pas en raison de sa qualification de docteur qu'il a été retenu par le jury. Et on peut amener une mention spéciale à la petite dernière, qui est son prénom, Deanna, qui en première année a fait une prestation tout à fait brillante, sachant que par ailleurs, elle démarre son travail de thèse. Voilà, donc c'est vraiment indépendant du niveau de parcours où sont actuellement les doctorants. Donc, docteur Raapoto, félicitations de la part du jury. Et puis, portez haut et fort les couleurs de la Polynésie française au niveau national et international, je l'espère. Donc tu as un prix remis par Diana Yenko, représentante de la MGEN. Alors, au nom de la MGEN, section extra-métropolitaine, j'ai le grand plaisir de remettre un chèque de 10 000 francs pacifiques. Je vais essayer de négocier plus. Hein. En tous les cas, félicitations. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci aux membres du jury. Merci les membres du jury. Bravo. Pour le prix du public, nous allons redécerner maintenant le prix du public. Donc le public a décerné son prix pour Hirohiti. Donc voilà, on s'attendait à ça, non? Pas du tout, oui. En tout cas, on a un même candidat qui a les 2 prix. Donc voilà. Donc on va passer au 2e prix du jury. Et donc je laisse la parole à nouveau.
le jury aimant toujours avoir le dernier mot, le deuxième prix, son deuxième prix est attribué à... Tu arrives à le lire? À Pénélope Taoutini. Ses parents, là. Elle faisait quoi, là? Merci. Et j'appelle nos trois autres participants, donc Marotea Vitrac, Gaël Mondanex et Diana Wong, qui vont recevoir leur prix de participation pour ma thèse en 180 secondes. Bien, nous arrivons au terme de ce concours donc. Je vous remercie à tous d'être venus. Alors je précise que toutes les présentations, vous pouvez les revoir sur YouTube, elles seront sur la chaîne YouTube de l'UPF. Je voudrais aussi signaler la qualité du concours, parce que bon, avant que ce concours ait lieu, j'ai visualisé quelques vidéos sur YouTube de candidats d'autres universités. Franchement, il n'y en a aucun qui a à rougir de sa prestation. D'ailleurs, sans révéler les délibérations du jury, et de toute façon, le président du jury l'a déjà dit, tout le monde était dans un mouchoir de poche. Vraiment, tout le monde a souligné la qualité des prestations. Voilà, donc je crois qu'on peut féliciter encore une fois les candidats. Et puis surtout, et aussi, on peut encourager les deux lauréats, Hirohiti et Pénélope, donc, qui se rendront à Paris représenter l'UPF. Alors je précise que tous les frais de déplacement à Paris sont bien sûr pris en charge par l'école doctorale, que chacun d'entre eux sera accompagné par un mentor,
Ils choisiront une personne qui les accompagnera pour un petit peu les supporter. Voilà, je vois le président qui fait un peu la tête, mais bon, c'est dans le règlement, donc voilà, il faut s'y conformer. Je voudrais remercier encore une fois les 5 participants parce qu'ils l'ont pris sur leur temps libre de recherche. C'était sur la base du bénévolat, aucun doctorant n'avait l'obligation de participer à ce concours. Je les ai sollicités, ils ont accepté de prendre sur leur temps, de suivre la formation et puis de se livrer à cet exercice qui est quand même un peu stressant. J'aurais pas trop aimé être à leur place, honnêtement, sincèrement. Voilà, donc je crois qu'encore on peut les applaudir une dernière fois pour ça. Je voudrais aussi remercier les membres du jury qui eux aussi se sont libérés pour venir assister à cet événement. Ils ont pris également sur leur temps de travail, donc je voudrais encore aussi les remercier. Merci à vous. Je voudrais remercier tous les gens qui autour de moi ont pu organiser ce concours. En premier lieu les formateurs, les gens qui ont formé les étudiants à cet exercice finalement qui relève un petit peu du one-man show, de la vulgarisation scientifique. Donc je nommerai Rodika Elinkai, qui est professeur ici à l'UPF, et Christophe Battier, qui est le directeur de la cellule TIS. Tu peux te lever, Christophe, puisque tu es là. Voilà. Il veut dire un mot, mais avant que je lui passe la parole. Et c'est pas fini, vous deux, je veux vous revoir. Voilà, Christophe qui dirige aussi la cellule TIS, donc qui avait aussi la responsabilité de toute l'organisation technique. Et je crois que ça s'est parfaitement déroulé de ce point de vue-là, de tout point de vue d'ailleurs. Ensuite, je voudrais remercier Patrice à la communication, Patrice Millot-Duquet, je ne sais pas si je ne le vois pas, il est là, voilà, il a assuré la communication. Je remercie Vaiana qui nous a magistralement animé ce concours. Si vous avez un anniversaire ou un mariage à animer, je vous la conseille. Je remercie Franck, secrétaire de l'école doctorale, pour la partie administrative. Et je remercie encore une fois la MGN et Madame Diana Yenkov pour le prix qui ont été attribués aux lauréats. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Dernier mot, vous pouvez partager avec nous le verre de l'amitié puisqu'un petit cocktail vous est servi dans le hall de l'Amphi 2. Merci à tous et rendez-vous l'année prochaine.